Bonjour à tous. C'est dans les années 30 que le général Ferrier propose la construction d'un centre émetteur afin de couvrir la totalité du territoire français en grandes ondes. Dans les années 30, on dit ondes longues. Après plusieurs possibilités, c'est le petit village de Allouis qui sera retenu. L'antenne gigantesque rayonne largement dans toute la France et même dans les endroits les plus enclavés. Il faudra 2 ans de travaux pour que ce nouveau centre émetteur soit opérationnel. Le bâtiment sera construit par un architecte connu, Léon Azéma, qui a réalisé le palais de Chaillot et d'autres édifices en région parisienne. L'inauguration du centre, nommé le Poste National, a eu lieu en octobre 1939. Son équipement était à la pointe de la technologie et très puissant puisqu'il était équipé de 2 émetteurs de 450 kW et de 4 pylônes de 250 mètres de haut. La nuit, il était entendu dans une grande partie de l'Europe et même au-delà puisque le centre a reçu des courriers des pays du Maghreb, de Turquie et même de Mongolie. Revenons un peu en arrière pour comprendre les besoins de ce centre émetteur. Depuis le début des émissions radio en 1922, les fréquences utilisées étaient expérimentales et sans concertation avec les autres pays. Les bandes de radiodiffusion n'étaient pas non plus définies comme aujourd'hui. Il n'existait pas encore d'entité qui veillait au respect de l'utilisation des fréquences, mais seul le ministère des PTT distribuait les autorisations d'émettre. Les émetteurs étaient peu puissants et les antennes n'étaient pas optimisées, bien que pour l'époque, c'était déjà une prouesse technologique. La couverture radio était régionale, du fait de la puissance des émetteurs et de leur position. Autant dire que seuls les habitants de la région parisienne qui étaient dans la zone de couverture pouvaient recevoir les programmes diffusés et les autres devaient compter sur les conditions de propagation favorables et de nuit pour recevoir les émissions françaises. Les premières émissions de Radiola, qui était une station privée, ont été faites depuis la Tour Eiffel avec une puissance d'1 kW. En radiodiffusion, 1 kW, c'est un émetteur local. La diffusion était constituée de concerts et de bulletins météo. C'est à partir de novembre 1922 que les premières diffusions de journaux parlés feront leur apparition, car oui, il s'agit de lecture de journaux et non pas de bulletins d'information comme aujourd'hui. En 1924, cette station évolue. Elle change de nom et devient Radio Paris. Mais pour permettre une meilleure couverture, l'émetteur va subir de gros changements. C'est un émetteur tout neuf qui entre en service. Il est situé à Clichy avec une puissance de 10 kW, rayonné par 2 antennes de 100 mètres de haut. En 1925, la puissance passe à 25 kW et la fréquence à 172 kHz. Toujours dans le souci d'améliorer la couverture de diffusion, Radio Paris se dote d'un nouvel émetteur encore plus puissant. C'est à 40 km au sud de Paris que celui-ci sera construit sur la commune de Saint-Rémy-l'Honoré. Tout évolue, la puissance passe à 80 kW, la fréquence à 174 kHz et les antennes, 3 pylônes de 210 mètres de haut. Devant les dépenses faramineuses pour augmenter la couverture de diffusion, les finances de Radio Paris vont mal. Et en 1933, l'État français rachète la station privée et elle devient station d'État. Les différentes modernisations de cette station ont permis une amélioration des conditions de réception en France, mais nous sommes encore loin de la couverture nationale. D'où l'idée du général Ferrier de proposer un centre de diffusion gigantesque pour une vraie couverture nationale. C'est le centre de Allouis qui rentre en scène et celui de Saint-Rémy-l'Honoré servira d'émetteur de secours. Les évolutions de ce centre vont aussi aller bon train. Plusieurs types d'antennes seront mises en service au cours de son existence et différents émetteurs vont permettre la montée en puissance rayonnée pour finir par atteindre le statut de l'émetteur le plus puissant d'Europe. En 1940, les Allemands prennent le contrôle de la radiodiffusion nationale pour répandre leur propre propagande. C'est aussi depuis le centre Allouis que les Allemands diffusent un puissant signal pour empêcher la réception de la BBC sur le territoire français. Cette action va obliger la résistance à plusieurs tentatives de sabotage pour faire taire cet élément perturbateur.
Malheureusement, à la Libération, les Allemands détruisent complètement le centre d'Aloïs. Tout est hors d'usage, même les antennes sont à terre. Les dégâts sont tellement importants qu'il faudra tout reconstruire et cela sera fait jusqu'en 1952 où il reprendra du service en diffusant Paris Inter sur 164 kHz avec 250 kW de puissance. En 1963, Paris Inter devient France Inter et la couverture nationale est largement atteinte. Mais l'objectif nouveau est de diffuser encore plus loin. Les pylônes seront modifiés pour atteindre 350 mètres de haut, ce qui améliore la réception des programmes français dans toute l'Europe. En 1977, l'émetteur qui diffuse France Inter sans sourciller assure également la diffusion d'un signal horaire pour synchroniser les horloges, ce qui sera très utile à la SNCF et à d'autres services comme les PTT. Ce signal ne s'entend pas pour les auditeurs. Le 1er janvier 2017, France Inter cesse ses émissions en grandes ondes et depuis cette triste date, le centre d'Aloïs ne diffuse que le signal horaire qui reste inaudible. Croyez bien que tout est mis en œuvre pour se passer de ce dispositif coûteux et la vie du centre d'Aloïs est aujourd'hui en sursis. Aloïs aura permis la diffusion de la voix française dans le pays et une grande partie de l'Europe pendant 79 ans sans manquer à son devoir. Par ces quelques lignes certainement incomplètes, je souhaitais faire perdurer ce souvenir afin qu'Aloïs ne soit pas un simple nom de village gravé sur les cadrans des vieilles TSF d'antan. De nombreuses équipes techniques se sont succédées pour permettre aux Français d'avoir accès aux informations et à la culture. France Inter en grandes ondes était pour beaucoup de Français leur seule fenêtre sur la société et grâce aux antennes d'Aloïs, cette station de radio était audible partout en France. Du plus profond des vallées alpines jusqu'aux confins des crêtes pyrénéennes ou au large des côtes françaises, c'est grâce à ce centre de diffusion que France Inter s'est inscrit dans le service public accessible à tous. Recevoir une station en grandes ondes avait un certain charme, même si le son n'était pas aussi clair que la FM d'aujourd'hui. Pour l'auditeur, la station était éloignée, dans une autre région, et cela donnait une sensation de performance qui faisait divaguer l'imaginaire, voire rêver l'auditeur. Certes, en FM, le son est de bien meilleure qualité, la réception est parfaite, trop même, puisque l'antenne est forcément à proximité, cela supprime l'effet de performance de son récepteur. Fini les craquements électriques, le fading, la mauvaise réception à cause des conditions climatiques. Toutes ces petites contraintes faisaient le charme des grandes ondes. Sur certains morceaux de musique, certains ajoutent des craquements pour donner un effet vinyle. De là à faire pareil en FM pour avoir un effet grandes ondes. La fin d'une époque ? Oui, bien sûr. Mais n'oublions pas que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Aloïs marquera à jamais l'histoire de la radiodiffusion française, comme Issoudun en ondes courtes. C'est aussi le témoin du savoir-faire national qui mettait tout en œuvre pour assurer la continuité du service. 80 ans de bons et loyaux services, cela ne doit pas tomber dans l'oubli trop rapidement. Voilà, ce sera tout pour ce sujet. Merci d'avoir écouté patiemment ce récit et à bientôt pour un prochain sujet. Salut!